Bon, et voilà, je suis une des co-facilitatrices avec ma compagne Lise. On est des sidekicks ici, C'est horse and ça, pony oui. show, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, je pars le bal. Alors, nous voici. Est-ce qu'on peut avoir les diapositives? On a des diapositives qui vont aider à la compréhension de qu'est-ce qu'on fait. Alors, voilà, c'est ça le nom de notre atelier, la planification préalable des soins. La PPS, on peut utiliser des termes comme ça parce que vous venez de la fonction publique, vous êtes habitués, vous autres, avec des acronymes. C'est la PPS, nous voilà. Deuxième diapo, s'il vous plaît. Jenna. Voilà. Alors, la reconnaissance des territoires, je me joins à ce qu'on a déjà dit. On souligne que nous sommes rassemblés sur un territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe et Algonquin. Alors, voilà, prochaine diapo. Alors, Compassion Ottawa. Juste un petit mot avant qu'on rentre vraiment dans le sujet. Pour vous parler de Compassion Ottawa, vous êtes peut-être déjà familier, vous avez peut-être visité le site web, sinon on vous invite de le faire. C'est un organisme qui est franchement extraordinaire. Je suis bénévole, alors je peux faire des compliments sur l'organisme. Ça m'a vraiment accroché quand j'ai appris son existence. Alors, c'est quoi Compassion Ottawa? Entre autres, c'est un mouvement communautaire qui cherche, entre autres, à changer la culture du parcours vers le décès. Ses membres sont animés par la conviction que tout le monde devrait avoir la possibilité de faire des choix quant aux soins qu'ils recevront en fin de vie et de s'assurer, dans la mesure que cela soit possible, que ces choix soient respectés. Et pour s'assurer que ce soit ainsi, il faut d'abord réfléchir à ce que ça veut dire pour chacun de nous de vivre sa vie jusqu'au bout et mourir avec dignité. En plus d'y réfléchir, il faut en parler en tant qu'individu, il faut en parler à nos proches, il faut en parler en tant que communauté. Si on ne dit rien, nous sommes tous à la merci de ce qui se passe autour de nous, des décisions prises par nos familles quand on n'est plus capable de le faire, par les autorités médicales, par les autorités politiques. Bien que ce semble être le bon sens qu'il dit, qu'il faut en parler, qu'il faut y réfléchir, dans notre société moderne, nous semblons avoir adopté plutôt une culture qui ignore même la réalité de la mort. Même parler de la mort est devenu, à bien des endroits, pour bien des gens, un sujet tabou. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'homme. J'ai lu un livre intéressant l'hiver dernier ou l'hiver d'avant, le temps passe vite puis je ne m'en souviens pas. Ça s'appelait A Social History of Dying. Alan Kelleher, qui est un professeur de sociologie en Angleterre. C'est très intéressant. Il décrivait l'évolution du parcours vers le décès à travers l'histoire de l'homme, en commençant avec l'homme des cavernes, puis en terminant dans notre ère moderne. J'ai lu ça, j'étais au début de ces ateliers-là avec Compassion Ottawa, j'ai trouvé ça fascinant parce qu'il décrivait que dans notre société moderne, on semble même nier l'existence de la mort, comme je viens de mentionner, puis appelait ce phénomène moderne « the birth of shameful death », la naissance de la mort honteuse. C'est pourquoi nous avons besoin d'un mouvement communautaire comme celui-ci pour changer le discours. Parce que l'inconfort qui entoure la mort peut isoler les gens en fin de vie et les personnes qui en prennent soin. Compassion Ottawa organise donc des activités comme cet atelier pour aider les gens à composer avec la fin de la vie, le décès, le deuil. Alors, nous offrons du soutien pour aider les gens de tout âge et de tout horizon à discuter de la mort et du deuil avec leurs proches dans les réseaux sociaux, en milieu de travail et dans les établissements d'enseignement et de soins de santé. Bon, avant d'entrer dans le sujet, puis vu que c'est moi qui parle, je vais continuer juste pour 2 minutes. On va chacune se présenter brièvement et vous dire, partager avec vous pourquoi Lise et moi, on a été accrochés par l'idée de offrir nos services bénévoles à Compassion Ottawa. De ma part, sur un plan plus général, comme Myriam l'a mentionné, j'étais juriste de profession, puis maintenant je suis à la retraite. Bon, vous connaissez ça, la retraite aussi. Bon. Avec la retraite, bien qu'on a plus de temps pour s'engager dans des activités communautaires,
Avec la retraite vient l'âge. Alors, ces questions qui sont pertinentes à tout stade de vie viennent plus nous chercher à un certain âge. De façon plus particulière, par exemple, dans les années récentes, j'ai vécu deux situations qui m'ont souligné l'importance d'avoir ce genre de conversation. La première, c'est mon conjoint est décédé quelques jours après un accident. Il n'en est jamais revenu, il n'a jamais repris connaissance. Et puis, dans l'autre cas, c'est mon frère l'année suivante qui est mort d'un cancer. Dans chacun des cas, j'étais l'accompagnatrice dans le parcours vers la mort. Dans le cas de mon conjoint, ce que ça m'a appris, parce que Bill, il n'a jamais repris connaissance, puis 3 jours plus tard, en raison de ses blessures, il a fallu prendre la décision de le débrancher et de le laisser partir. Bill et moi avions eu ces conversations-là souvent. Qu'est-ce qu'on veut en fin de vie? Qu'est-ce qu'on voudrait si quelque chose nous arrivait? Si j'ai un incident sérieux, cardiovasculaire ou quoi? C'est quoi nos désirs? Le fait qu'on avait eu ces conversations-là, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça m'a aidé moi et la famille de prendre la décision qui faisait du sens, là, de le laisser partir. Parce qu'on avait la conviction certaine qu'il ne voudrait pas que ce soit autre chose. Ça nous a rassurés beaucoup dans cette décision-là. Dans le cas de mon frère, c'est un autre aspect du parcours vers le décès qui m'a frappée parce que lui, c'était un cancer très avancé quand il a eu le diagnostic. Il était veuf à ce moment-là, ça fait que j'étais son accompagnatrice. Et puis, j'étais là quand les oncologues s'étaient rencontrés, puis tout ça. On lui a très bien décrit qu'il pouvait avoir des traitements, puis tout ce qu'on pourrait faire. Puis on devait faire même, il a commencé ça cet après-midi-là. Ah, puis le pauvre homme, je veux dire, en panique, oui, on va faire tout ce qu'il faut. Le fait était que c'était tellement avancé qu'il était fini, mon frère. Puis c'était la semaine suivante, après une semaine de radiation, que c'est un généraliste à l'hôpital Montfort qui a dit, écoutez, M. Charon, vous n'êtes pas obligé d'aller là. Vous pouvez faire un choix. Les traitements auraient quoi? Allonger sa vie, mais rien de plus. Hein? C'est que j'ai vu, là, c'était comme une lumière qui allume. J'ai vu mon frère cet après-midi-là, il y avait eu cette conversation-là. Puis là, à partir de ce moment-là, il était tellement soulagé, puis il était serein. Puis il est mort quelques semaines plus tard. Ça m'a fait comprendre l'importance de prendre son dossier en main, si je peux dire. On ne peut pas juste être à la merci de... Et puis c'est comme information overload, si je peux dire en anglais. Là. Quand quelque chose nous arrive, on ne sait plus quoi faire. Alors, si on a pris du temps pour y réfléchir, qu'est-ce qui est important pour nous, à ce moment-là, c'est important d'avoir une participation active dans nos soins de fin de vie. Alors, ces deux incidents-là ont fait en sorte que je me suis dit, ben voilà, moi je vais essayer d'aider à ma façon pour faciliter ces conversations-là qu'on a. Alors, ça, c'est ma petite histoire. Puis Lise, je te porte la parole pour te présenter puis expliquer le déroulement de l'atelier. Absolument. Merci, Louise. Je vais revenir un peu sur le point que faisait Louise, c'est d'avoir le contrôle sur nos décisions. Alors, ma petite histoire de motivation personnelle, pourquoi je me suis impliquée aussi, c'est que j'ai accompagné ma mère qui avait 90 ans lorsqu'elle est décédée et elle était à l'hôpital. Elle était malade à l'hôpital et il est venu un moment où est-ce qu'elle était assez bien qu'il fallait qu'elle sorte de l'hôpital. C'était avant la pandémie. Il fallait choisir un endroit pour elle pour habiter. C'est une conversation qu'on n'avait jamais eue avec elle et on est 7 dans ma famille, 7 enfants, et elle n'avait jamais partagé ses derniers désirs et elle s'est retrouvée du jour au lendemain de passer d'un milieu hospitalier à une résidence de soins de longue durée qui était correcte, mais elle s'est retrouvée dans une chambre avec 3 autres femmes à partager une salle de bain. Et je trouvais ça vraiment triste et déplorable parce que c'est pas là que je voulais voir ma mère de 90 ans finir ses derniers jours. Elle y est habitée pendant 18 mois. Durant ce temps-là, on a tellement essayé de la faire déménager dans une chambre privée, puis elle ne voulait rien savoir de ça. Donc, on a tout de même
reconnu ses derniers désirs, mais ça m'a fait me promettre que quand j'arriverai à l'âge approprié de penser à tout ça, que j'aurais partagé avec mes proches mes derniers désirs pour ne pas me retrouver dans une chambre à partager une chambre de bain avec 3 autres femmes. J'ai fait ça en première année d'université, puis je ne veux pas le refaire maintenant. Donc, ça nous fait voir l'importance, comme dit Louise, d'être en contrôle, d'être bien informé et d'avoir réfléchi à ce qu'on veut choisir comme situation en fin de vie. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai tenté de me joindre, moi aussi, de contribuer à la communauté en animant l'atelier qu'on fait aujourd'hui. Alors, justement, notre atelier d'aujourd'hui, vous allez constater comment la planification préalable des soins est un processus continu tout au long de notre vie. Ce n'est pas juste à l'âge de la retraite qu'on devrait penser à ça, c'est bien avant cela. Les choses peuvent arriver de façon très dramatique parfois et très soudain. Donc, d'y avoir pensé est déjà une bonne chose. De réfléchir à l'importance en rapport aux soins et aux traitements, particulièrement en fin de vie. L'exemple qu'a donné Louise de son frère en est un. On lui avait parlé de toutes les options, mais on n'y avait pas encore parlé il pouvait dire non à tout ça. Donc, heureusement qu'il a pu faire le choix qu'il a fait lui-même pour ses propres besoins. On va aussi avoir l'occasion de parler en plus petits groupes sur nos valeurs personnelles, comment nous, ça nous informe au niveau de la PPS, la planification préalable des soins. Parfois, c'est une conversation qui peut être assez difficile à avoir avec nos proches et on va considérer des façons qu'on peut vous suggérer et peut-être même une deuxième discussion, si nous avons le temps, sur comment aborder les conversations difficiles avec nos proches, avec nos familles, avec nos amis. Et aussi de voir comment on peut obtenir les ressources nécessaires pour identifier qui pourra être le mandataire en notre nom, qui pourra décider des soins et traitements pour nous si jamais on est incapable de le faire. Donc, on va vous donner des astuces là-dessus aujourd'hui aussi. Alors, pourquoi nous faisons cela? Si on peut aller à la prochaine diapositive, eh bien, il y a des fameuses statistiques qui nous démontrent toujours, les statistiques probablement qui pourraient être mises à jour avec la deuxième ou presque troisième année de pandémie maintenant, mais 80 des Canadiens et Canadiennes ont réfléchi à leurs soins de vie, mais moins de 20 ont préparé un plan préalable des soins, des statistiques qui datent de 2019, tout de même assez récent. Donc, ça fait réfléchir. 36 des Canadiens et Canadiennes disent qu'ils ont parlé de leurs soins éventuels avec leur famille, donc 36 c'est pas très élevé, vous remarquerez. On est loin là, du 60 ou 70 qui serait au moins une bonne moyenne à obtenir. Et 75 des Canadiens voudraient bien mourir à la maison. Ma mère voulait mourir à la maison, mais malgré cela, malgré cela, 60 meurent à l'hôpital à chaque année au lieu de décéder à la maison comme ils l'auraient souhaité. Alors, ça nous donne des statistiques qui nous font réfléchir. Et André Picard, dans sa chronique du Globe and Mail que vous lisez possiblement, en 2018, nous parlait de 89 des Canadiens pourraient bénéficier de soins palliatifs pendant leurs dernières années de vie, mais que seulement 15 reçoivent ces soins. Donc, c'est vraiment des chiffres qui nous font réfléchir et on souhaite que l'atelier d'aujourd'hui va vous permettre d'engager en ce sens, d'être capable de porter un peu plus de temps et d'attention à vos propres choix de fin de vie. Donc, je te laisse poursuivre, Louise, avec les conversations. C'est ça, le temps de COVID a souligné l'importance d'avoir ces conversations-là. Comme les statistiques que Lise démontrait, bien que la majorité des gens, c'est à la maison qu'ils veulent finir leur jour. Dans notre société, là, on n'a pas été dans cette direction-là. André Picard, le même journaliste qui a été mentionné par Lise, avait écrit un article au printemps 2020. Puis il avait fait une comparaison avec les autres pays. Puis dans ce temps-là, là, on entendait là, les récits déchirants de ce qui se passait dans nos maisons de soins de longue durée. On décrivait les conditions déplorables dans ces établissements-là. Ce n'est pas la pandémie qui avait causé ça, là, ça a juste mis la lumière là-dessus. Là, lui, le point qu'il faisait, c'était, écoutez, on est, sinon parmi les pires au monde, sinon le pire au monde.
Là, ils disaient, mais qu'est-ce qu'on fait en tant que société? Qu'est-ce qui nous empêche de regarder ailleurs, d'avoir d'autres solutions? En tant que communauté, il faut se rallier, puis développer des ressources dans la communauté qui peuvent aider les gens à continuer à vivre, si c'est ça qu'ils veulent, dans leur maison. Alors, c'est le temps qu'on se réveille, d'avoir des conversations de ce genre. Un autre article qui m'avait bien frappé, moi, c'était au début de pandémie aussi. C'était, quand est-ce? Le 16 mars 2020, c'était tout à fait au début. Puis c'était un article écrit par le docteur Gordon Rubenfeld dans Globe and Mail également. Puis là, lui, il ne parlait pas encore là, de la situation dans les hôpitaux à cause de la pandémie. On en était juste au début. Puis là, lui, il voulait faire le point. Il dit « The coronavirus is a chance to have the end-of-life conversations we need. » Il soulignait le fait que voici la COVID, là, c'est le temps d'avoir des conversations de la sorte qu'on discute dans cet atelier. Puis lui, il est interniste aux soins intensifs, pas aux soins intensifs, aux soins d'urgence à l'hôpital à Toronto. Alors, il voit bien des cas. Il donnait un exemple, puis ça, c'est fréquent. Une personne âgée qui arrive, qui était plus ou moins autonome, qui s'arrangeait dans son appartement, puis là, la voici très malade avec une pneumonie. On ne parlait pas de la COVID, on parlait de la pneumonie à ce moment-là. Puis là, la personne devient que sa condition est pire, puis là, il faut en venir à une décision jusqu'à quel point est-ce qu'on soigne. Est-ce qu'on tente juste de faire du mieux qu'on peut pour la rendre confortable ou on prend des mesures extrêmes qui, sans aucun doute, là, elle ne pourra pas retrouver son autonomie. Alors, il dit, dans ce cas-là, mais ma patiente est très, très malade. Je me tourne à la famille. Puis, est-ce que vous avez discuté avec maman, quels sont ses désirs, tout ça? Puis la plupart du temps, les gens haussent les épaules. Non, on n'a pas eu cette conversation-là. Parce que là, c'est à eux à prendre la décision parce qu'elle n'en est pas capable. Puis là, ben, c'est sûr que les enfants, ils vont dire, tu sais, mom's a fighter, tu sais, maman, elle voudrait aller jusqu'au bout. Puis la tristesse dans tout ça qu'il soulignait, lui, c'est que moi, je le sais d'expérience. Quand j'ai l'occasion de parler avec des gens âgés, c'est en grande partie, ce n'est pas ça leur désir. Ils ne veulent pas étendre leur vie à tout prix dans n'importe quelle condition. Leur idée, c'est que si je n'ai pas une telle qualité de vie, je veux partir, j'ai eu une belle vie, je ne veux pas continuer. Mais à moins que ces conversations-là aient eu lieu, les proches, ben, ils font ce qu'ils peuvent dans tout ça. Fait que lui, il voulait souligner l'importance d'avoir ces conversations-là. Alors, ça nous amène à la prochaine. Moi, c'est ma diapo préférée, ça. Snoopy, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans des mots très simples. J'ai souvent fait référence à cette diapo parce que je parle de la famille ou des amis, puis je décris Compassion Ottawa, ces ateliers ici. Puis, bien souvent, les gens me regardent, ouais, quand j'ai besoin de parler de la mort, me remonter le moral, là, t'es une drôle, toi. Puis je lui dis, non, Snoopy, il sait, là, lui, là. C'est pas de la mort qu'on parle, c'est de la vie. On veut vivre jusqu'au jour qu'on meurt. Puis entre-temps, c'est ça qui est l'emphase. C'est de ça qu'on est ici, on n'est pas pour parler de la mort, c'est sûr. C'est sûr, il ne faut pas se fermer les yeux. On va tous finir comme ça. Mais on parle comment vivre jusque-là. Alors, nous excellent, excellent, Louise. Merci. J'aime comment tu décris cette diapositive-là. C'est toujours amusant de la revoir. Alors, la prochaine diapo va nous donner un peu les étapes de notre atelier aujourd'hui. Mais avant de procéder, je veux juste m'assurer que ça va bien, tout le monde entend bien, il n'y a pas de défi technique parce que je ne voyais pas du tout de commentaires dans le chat. Puis les caméras sont fermées, donc j'espère que tout va bien. Sinon, vous nous faites signe, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais maintenant juste revoir la PPS en 5 étapes et ce que ça représente. Donc, j'aimerais aussi qu'on vous aide à réfléchir aujourd'hui à ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important à vos yeux, dans votre esprit, au niveau de vos valeurs? Qu'est-ce qui vous procure une qualité de vie? Alors, en premier, il faut réfléchir à tout ça et réfléchir à par exemple, qu'est-ce que je ferais s'il me restait une année à vivre? Ou encore, qu'est-ce que je voudrais faire s'il me restait seulement un mois à vivre? Ou encore une semaine, c'est très court. Alors, réfléchir à qui et à quoi vous voulez autour de vous en fin de vie
peut vous aider à comprendre ce que signifie la qualité de vie pour vous. Ce qui vous procure de la joie, par exemple, et ce qui fait que votre vie mérite d'être bien vécue. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Nos choix, nos valeurs, c'est très personnel et les choix diffèrent pour chacun et chacune de nous. Mais c'est important d'y réfléchir. Donc, la première étape, réfléchir à ce qui est important pour vous. La deuxième est de se renseigner sur les divers traitements médicaux et sur ce qu'ils peuvent nous apporter ou non quand on y arrive. On pourrait choisir un ou des traitements qui visent à prolonger notre vie ou d'autres plutôt axés sur notre confort et notre qualité de vie. Je mentionne à nouveau l'exemple du frère à Louise qui avait choisi de ne pas poursuivre avec des traitements. Donc, un choix qui est disponible à nous. On devrait considérer bien sûr d'autres éléments, comme exemple, est-ce que la maladie peut être guérie ou si c'est irréversible? Est-ce que ça peut être bien géré? Est-ce qu'il y a des bonnes chances qu'on peut conserver notre qualité de vie comme on la connaît ou comme on l'a définie après les traitements? Certains traitements peuvent causer des effets secondaires qui sont néfastes, qui peuvent grandement nuire à notre qualité de vie et à la capacité de passer du temps avec nos proches. Donc, il faut penser aux compromis qu'on serait prêt à entreprendre ou à accepter. Ensuite, il faut décider de qui sera le mandataire aux soins de notre personne, soit la personne qui pourra et voudra parler en notre nom si vous en devenez incapable. Donc, c'est certain que ça peut être un conjoint, une conjointe, mais il y a plusieurs parmi vous qui vivent possiblement seuls, sans conjoint ou conjointe. Donc, pensez à qui pourrait être le mandataire est très, très important et il faut discuter finalement comme étape 4 de nos volontés avec nos proches et avec notre mandataire aux soins de la personne pour que cette personne-là connaisse aussi nos désirs. Important d'en parler avec elle, parler de nos convictions, de nos valeurs et volontés pour que le mandataire se sente plus à l'aise au moment de donner un consentement éclairé en notre nom lorsque ce sera nécessaire. Finalement, de consigner le nom de notre mandataire aux soins de la personne et les détails de votre volonté et d'en parler à d'autres personnes. Je sais, j'ai 2 enfants adultes, fin vingtaine, début trentaine, et je tente de leur parler de tout ça, mais ah maman, c'est pas le temps, on veut pas entendre parler de ça maintenant. Mais comme on disait au début de la présentation, il est jamais trop tôt de partager nos désirs, nos souhaits avec les personnes qui nous sont proches et qui seront peut-être les personnes qui devront prendre des décisions pour nous. En Ontario, en particulier, on peut communiquer nos volontés un peu comme on le veut, mais on peut aussi les écrire, en discuter verbalement, les envoyer à quelqu'un par courriel. On peut aussi changer d'idée quand on veut. Il est toujours possible de changer d'idée, mais il ne faut pas oublier d'aviser notre mandataire de tout changement de nos volontés. Alors, de le dire et de conserver nos documents et d'en remettre une copie à la personne qui agirait comme mandataire est très important. Les volontés les plus récemment exprimées auront préséance, mais ne s'appliqueront que si vous êtes incapable de donner un consentement éclairé. Alors, je repasse la parole à Louise. Voici, ça c'est un organigramme qui, on va décortiquer un peu. Lise nous a dressé le grand tableau. Là, on va rentrer dans les détails, puis on va décortiquer ça un peu. La PPS, la planification préalable des soins, ensemble, on peut voir ici, c'est un processus. La première étape, soit la planification préalable des soins, c'est vraiment le sujet de cet atelier ici. De quoi parle-t-on à ce moment-là? On parle justement au temps où on réfléchit à quelles sont nos valeurs, quels sont nos désirs. Puis c'est sûr, vous posez peut-être la question, ben, c'est bien beau ça, mais on n'est pas capable, on ne peut pas dicter qu'est-ce qui va nous arriver. On ne le sait pas, c'est sûr ça. Mais on peut quand même réfléchir qu'est-ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qui fait quand j'ai eu une journée, là, puis je me dis j'ai eu une bonne journée? Qu'est-ce qui est important pour moi? On va en parler ça dans le premier petit groupe, là. Est-ce que le fait que c'est parce que j'ai ma tête, je suis capable encore réfléchir, je suis capable encore penser, je suis capable encore parler? C'est ça, là, on parle, qu'est-ce qui est important pour nous? Et puis, ça, c'est pendant qu'on a l'aptitude de le faire.
puis une conversation, la réflexion, puis en parler avec mandataire. Ça, c'est un mot, là, c'est qui ça, le mandataire? C'est la personne, si jamais on n'était pas capable de parler pour soi-même. C'est nous qui décidons, quand on est dans un contexte plus précis, quels vont être les soins qu'on veut pas, puis tout ça. Mais on peut être dans une situation où on ne peut plus le faire. La loi prévoit que, on va en parler plus loin, ça. On a tous un mandataire. La loi prévoit automatiquement, si vous n'êtes pas capable de parler pour vous-même, qui ce sera. Il y a une hiérarchie, j'en parle plus loin. Mais on peut décider nous-mêmes un autre choix ou spécifier qu'une autre personne va le faire. Alors ça, on appelle ça le mandataire spécial. Vous avez peut-être entendu l'expression un procureur, hein, power of attorney en anglais. Bon, bien, your power of attorney pour les soins de la personne. Alors, c'est toute cette, à ce stade ici, la planification préalable des soins, puis c'est un discours continu parce que les conditions changent. La situation n'est plus la même quand on a, bien souvent, quand on a 80 au lieu de 70 et ainsi de suite. Alors ça, c'est quelque chose qui change, qui se modifie. C'est une conversation qui continue avec le temps, qui se modifie. Quand on en arrive à la deuxième étape, discussion sur les objectifs des soins, là, c'est plus dans le contexte précis d'une maladie. Hein? Avant, on en parlait plus en théorie, qu'est-ce qui est important pour moi ou quoi. Là, ce n'est pas en théorie. Là. On me dit, écoute, tu as cette maladie-là. Là. Tu as un cancer, puis voici où il est rendu au stage 4, puis voici ce qui est possible. Ça l'a aidé si on y a réfléchi, puis on en a parlé avant. Parce que ces discussions-là antérieures vont venir informer les discussions plus précises là, sur les objectifs des soins. Alors, ce qui nous animait à la première étape vont nous aider au lieu de commencer à y penser pour la première fois. Là, après cette discussion-là, c'est le consentement ou aux soins ou au traitement, on consent ou on ne consent pas. Le consentement à des traitements, c'est le fruit de toute cette réflexion et ces discussions-là. Et puis, la loi exige qu'il y ait un consentement du patient. Je donne un exemple en Ontario parce que c'est une loi ontarienne, provinciale qui régit tout ça, mais c'est semblable un peu partout dans les autres provinces. En Ontario, la loi exige que tous les prestataires de soins obtiennent un consentement ou un refus de consentement éclairé avant de prodiguer des soins ou de fournir un traitement à un patient. Qu'est-ce que c'est ça, un consentement éclairé? Les professionnels de la santé doivent renseigner la personne sur son état de santé, sur les interventions possibles pour traiter la maladie et doivent expliquer les risques, les bienfaits, les effets secondaires potentiels, les autres options possibles, ainsi ce qui pourrait arriver si rien n'est fait. Puis la personne concernée a ensuite le droit de prendre la décision d'accepter ou de refuser les traitements offerts. C'est le patient qui a le droit fondamental de décider de ses soins. Ça, le consentement, c'est toujours nécessaire de l'obtenir. C'est seulement qu'en situation d'urgence, comme on peut l'imaginer, un accidenté qui arrive à l'hôpital, on ne va pas chercher qui peut consentir pour lui avant qu'on fasse quelque chose qui arrête de saigner. Hein? C'est une situation d'urgence. Mais à part ça, là, le consentement doit être obtenu. Puis si ce n'est pas du patient, c'est de cet animal-là qu'on appelle un mandataire, qui est un membre de la famille, un membre proche, soit tel que prévu par la loi ou la personne qu'on a choisie. Alors, c'est seulement quand la patiente ne peut pas le faire que cette personne-là va être appelée à prendre des décisions. C'est ça le processus en ligne. La prochaine diapo. Prochaine diapo, Jenna, s'il vous plaît. Voilà. Bon, ça, on va en parler un petit peu plus après la pause aussi, là. De confirmer pas la pause, mais les discussions. L'atelier, c'est ça. Confirmer vos mandataires aux soins de la personne. Ça, on va en parler en particulier, là. On va y penser, c'est qui, par la loi, puis vous allez avoir du matériel après l'atelier. Vous allez pouvoir vous informer là-dessus. C'est ça. C'est ça. Après ça, d'avoir des conversations sur ce qui est important pour vous. Nous voilà.
Parfait. Merci, Louise. Alors, justement, le processus de cette conversation-là est un processus vraiment continu. Personnellement, mon conjoint vient de recevoir un diagnostic d'une maladie assez grave, très grave même, et j'ai retrouvé nos procurations qui étaient dans un petit coffre-fort qu'on a, et je viens juste de partager avec lui pour lui rappeler c'était qui les mandataires, comment on avait structuré ça. On l'avait fait en 2014. Et j'ai dû lui nommer la personne qui serait apte à prendre des décisions dans l'éventualité où moi, la conjointe, je ne serais pas capable. Puis il vient juste de me dire, ah oui, vraiment? OK, peut-être qu'on peut en reparler de ça. Fait que je me suis dit, OK, voilà, dans même pas 8 ans, les choix peut-être ont changé, les choix ont été influencés autrement. Et alors qu'il a tout de même toutes ses facultés ou presque, j'ai besoin peut-être de rediscuter de ça avec lui, comme un deuxième exemple personnel, si ça peut vous aider. Alors, de quoi faut-il parler justement? Donc, vous avez une anecdote qui est tirée d'un livre du docteur Atul Gawande, Being Mortal. J'aimerais un peu vous raconter l'histoire de cette anecdote-là. Donc, le livre, bien sûr, a été écrit par ce docteur Gawande-là. Et Atul Gawande a une amie qui s'appelait Susan. Et le père de Susan a eu une maladie et c'est Susan qui a dû prendre une décision concernant une chirurgie visant à retirer une tumeur dans sa moelle épinière. Une intervention qui risquait à 20 d'entraîner une quadriplégie. Donc, Susan étant la mandataire spéciale de son père, elle lui a demandé à son papa ce qui l'inquiétait. En cas de problème grave, était-il vraiment prêt à souffrir pour ajouter du temps à sa vie? Des questions importantes. Et si la chirurgie allait vraiment mal et le rendait quadriplégique, qu'est-ce qu'il pensait de ça? Alors, le père de Susan a dit, tu sais, je peux endurer beaucoup de douleurs, ça ne m'inquiète pas, je suis prêt à subir presque n'importe quoi, tant que je peux continuer de regarder du football à la télé et manger de la crème glacée au chocolat. Des besoins de base très simples, n'est-ce pas? Alors, Susan était un peu estomaquée par cette réponse, mais elle l'a acceptée puisque c'était la volonté de son père et elle était la mandataire pour exécuter ses derniers désirs, finalement, ses dernières décisions. La chirurgie a eu lieu le lendemain et son père s'en est d'abord assez bien tiré, mais une hémorragie a fini par menacer de le rendre quadriplégique. Le chirurgien s'est donc retourné vers Susan pour prendre une décision. Devait-on retourner son père à la salle d'opération ou non? Susan a compris qu'elle connaissait la réponse à cette question, mais elle s'est retournée au chirurgien et lui a posé l'énoncé suivant. Pourra-t-il toujours manger de la crème glacée et regarder le football à la télé? Et la réponse était oui. Elle a donc signé le formulaire de consentement. Mais imaginez si elle n'avait pas eu cette discussion avec son père. N'importe quelle décision qu'elle aurait pu prendre l'aurait probablement rongée toute sa vie. Si elle avait refusé, il serait décédé et elle se serait toujours demandé si elle avait pris la bonne décision. Et si elle avait accepté sans vraiment savoir pourquoi, elle aurait trouvé que les exercices de réadaptation qui étaient assez horribles auquel a dû se soumettre son père pendant plus de 12 mois était le résultat d'une terrible décision de sa part. Alors, vous voyez, on en discute d'avance et les choses deviennent plus claires, possiblement quand on arrive à prendre ces décisions-là et plus éclairées certainement. Alors, j'aimerais vous inviter à réfléchir à quel serait votre football et votre crème glacée préférée à vous. Alors, on arrive maintenant au temps d'un exercice pratique en plus petit groupe, mais avant d'y aller, je vais expliquer un peu le déroulement et l'exercice, mais le but de l'exercice est de vous permettre de réfléchir à vos souhaits de fin de vie et d'en discuter avec d'autres dans votre petit groupe. Donc, vous devriez tous avoir reçu un document intitulé À vos souhaits. Cet exercice a été conçu par un groupe qui s'appelle Coda Alliance et le jeu en anglais s'appelle Go Wish, en français à vos souhaits. Et la liste contient environ une quarantaine d'énoncés.
ou d'éléments à considérer en lien avec une maladie grave ou la fin de vie. Et je pense que Erin, si vous ne l'avez pas, elle peut possiblement le coller-copier dans la boîte de clavardage et comme ça, vous l'auriez en main si jamais vous n'avez pas eu le temps de le regarder ou de l'imprimer avant l'atelier. Les énoncés décrivent comment des gens veulent être traités, les personnes qu'elles voudraient avoir près d'eux et les choses auxquelles ils accordent de la valeur. Qu'est-ce qui est important pour moi comme individu, comme personne en fin de vie? Ces énoncés se veulent des pistes de solutions pour vous encourager à réfléchir à vos propres volontés, vos valeurs, vos convictions et vous en aurez probablement d'autres à rajouter. Donc, je vois que Michel indique qu'elle n'a pas eu le document. Alors, si on peut le coller-copier dans la boîte de clavardage, Erin, je pense que ça aiderait les gens à y participer. J'ai l'impression que le document était attaché à votre invitation, soit un courriel ou l'invitation Zoom qui confirmait votre participation. Ça va? Donc, nous allons maintenant vous regrouper de façon aléatoire en petites équipes. Et ce que vous aurez à faire, c'est que je vais vous demander qu'une personne accepte d'agir à titre de porte-parole. Parce qu'à la fin, on va revenir en plénière et on va discuter de ce que vous avez vu dans vos petits groupes. Considérez la liste à vos souhaits, la liste qui vous a été donnée, qui est dans la boîte de clavardage maintenant. Je ne sais pas si on l'a déjà inséré. Pas encore. Donc, Erin ou Jenna, si vous pouvez nous aider à insérer la liste dans la boîte, ça serait vraiment bien. Et à la suite de ça, en petit groupe, considérez les énoncés sur la liste et partagez votre expérience personnelle avec vos collègues dans votre petit groupe pour voir qu'est-ce qui est important pour vous. Peut-être commencer par une personne et nommer 2 ou 3 énoncés qui sont importants pour vous. Vous pouvez, comme j'ai dit, en rajouter. Alors, assurez-vous aussi que tout le monde dans le groupe ait la chance de parler, de dire quelques mots et on revient au bout de 10 minutes en plénière pour partager ce que vous aurez entendu et appris. D'accord? Ça convient? Oui, je pense qu'on a 15 minutes pour celui-ci. Hein? Ah, 15, d'accord. OK. Désolée, Si on Louise, a je me le suis temps, on y trompée. va, je pense. Oui. OK. Et Jenna ou Erin, vous allez copier-coller la liste dans la boîte parce que je ne la vois toujours pas là. Peut-être 7 personnes. OK. Il y a une personne qui commente que si elle allume la caméra, la bande passante n'est pas suffisante. On comprend ça. Alors, merci d'avoir participé au petit groupe. Louise et moi, on mentionnait justement, vous nous avez peut-être même entendu que pour la plénière, s'il y en a qui pourraient ouvrir les caméras, ça serait vraiment bien. On aime ça voir les personnes, mais on comprend que parfois, il y en a qui préfèrent ne pas avoir la caméra ouverte ou qui ne peuvent pas avoir la caméra ouverte. Donc, merci tout de même ceux qui peuvent de le faire. Puis ceux qui n'ont pas de caméra ouverte, mais au moins contribuer, ça serait vraiment bien. Alors, dans les différents groupes, on vous avait demandé de nommer un porte-parole, si possible. La personne qui était porte-parole dans votre groupe, si vous pouviez peut-être juste lever la main avec l'onglet réaction ou lever la main pour que je puisse voir qui était porte-parole. Peut-être que Jenna et Amy, vous pouvez m'aider à voir qui était porte-parole aussi pour qu'on puisse partager. Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris? Peut-être nous partager un sommaire un peu de votre discussion en plus petits groupes. Ça serait vraiment bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir son micro et aller de l'avant comme porte-parole de votre groupe? Oh. OK. Bien, Louise, allez-y. Louise, oui. Dis ça, là, je veux dire, je vais pas en premier, mais je vais partir le bal. On va voir d'autres petites mains. Dans mon groupe, là, ils ont choisi que je continue à radoter. Voilà. Mais ils m'ont dit que ce n'était pas de radotage. OK. Voilà, ça me fait plaisir de le faire. On était un tout petit groupe. On a réfléchi à cette liste. Puis, comme le commentaire a été fait, que, en partant, la liste, là, on pourrait dire oui à tout. Hein? On aimerait avoir toutes ces choses-là pour la plupart des choses, mais que c'est vraiment un outil qui va porter à réfléchir quand on y pense vraiment, OK, qu'est-ce qui est plus important? Et puis, il y a eu un commentaire qui est fait, bien, on va réfléchir plus, qu'est-ce qui est plus important que d'autres, puis ça nous aide à penser qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Comme la crème glacée au chocolat et le football, là, it doesn't cut it for me. Tu sais, je veux dire, personnellement.
Alors, des choses qui étaient importantes, c'est sûr, ne pas souffrir, Parfait. la Mhm. communication, et puis, ça, c'est un point qui a été soulevé, maintenir sa dignité, question de mobilité. Mhm. Les gens qui peuvent exprimer, quelqu'un exprimer, qu'un parent va indiquer, moi, là, si je n'ai pas ma mobilité, là, ça ne m'intéresse pas d'être en chaise roulante. C'est Mhm. utile, ça, pour les décisions qui doivent être prises par les proches. Parfait. Capacité mentale, être capable de penser, de choisir soi-même. Ce sont les points, les réflexions, puis ça a passé comme ça, le 15 minutes dans Oui. notre petit groupe. Oui, ben oui, merci Louise. Alors, je vais y aller moi aussi, si vous voulez. On était un tout petit groupe, nous aussi. On était juste 3 personnes, finalement, mais on a eu une bonne discussion. Et moi aussi, on m'a demandé de rapporter un petit sommaire en plénière. Alors, je pense que les éléments qui sont ressortis pour moi, c'est qu'il y a comme 3 catégories de décisions ou de désirs à reconnaître. En premier, le corps, qu'est-ce qui se passe avec notre corps. En deuxième, qu'est-ce qui se passe avec l'âme, nos valeurs, nos désirs au niveau de spiritualité. Et finalement, la 3e catégorie qu'on va laisser un peu comme dans autres. Mais le point important que j'ai reconnu, que j'ai entendu là-dedans aussi, c'est d'être authentique, d'avoir beaucoup d'authenticité dans nos choix et dans nos valeurs. Et ça veut dire un peu peut-être qu'il faut laisser un peu de côté notre ego et de vraiment réfléchir à ce qui est important pour nous, parce que quand on arrive à cette étape-là, on arrive là avec rien ou presque, finalement. Donc, j'ai trouvé ça très touchant, cette notion-là d'authenticité et de toujours se rappeler ce besoin-là fondamental d'être authentique avec les choix. Et aussi, ce n'est pas nécessairement facile de trouver la personne mandataire, mais j'ai retenu la notion d'avoir un plan B. Puis je suis un peu dans cette situation-là, moi aussi. Je suis dans un 2e mariage, donc j'ai des enfants d'un premier mariage, pas d'enfants d'un 2e mariage et un conjoint qui n'a pas d'enfants non plus, lui, de son côté. Alors, d'avoir un plan B de qui décéderait ou pourrait avoir besoin du mandataire en premier et de tenir ça en ligne de compte au niveau des choix qu'on fait comme personne mandataire. Donc, c'est un peu la conversation qu'on a eue dans mon petit groupe. Des concepts aussi intéressants à rajouter. Ah, il y a eu une question, Louise, au niveau de dons d'organes et les suivis de ça. Je n'ai pas tenté de répondre à ça. Peut-être qu'on pourra en reparler à la fin de l'atelier pour voir c'est quoi la démarche, s'il y en a une. Je n'étais pas familière avec cette notion-là, puis je ne dis pas que tu l'es non plus, mais peut-être que Jenna ou quelqu'un on peut répondre ensemble à ces questions-là au niveau de dons d'organes. Ça a été soulevé. Est-ce qu'il y avait un 3e porte-parole pour un 3e groupe, quelqu'un qui peut ouvrir son micro et partager? On a déjà juste le 2 groupes. Ah, il y avait juste 2 groupes. Ah, mon Dieu, on est parti 17, puis on a fini avec 2 groupes. Eh bien, OK, donc c'est le partage qu'on a eu dans nos petits groupes. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait peut-être rajouter quelque chose que je n'aurais pas mentionné ou que Louise n'a pas mentionné? Quelqu'un? Ça va? OK, on peut procéder OK, alors oui, on peut procéder certainement. Bon, voilà. Bon, imaginez. Imaginez, vous êtes à l'hôpital, trop malade ou blessé pour vous exprimer. Savez-vous qui pourra prendre des décisions de soins de santé pour vous? Puis la personne qui peut parler pour vous, c'est celle-là qu'on a appelée un mandataire spécial, des fois un procureur, le power of attorney. La réponse simple à ça, c'est que qui a un mandataire? Tout le monde a un mandataire. Puis la loi, puis moi, je ne donne pas de conseils légaux parce que je suis à la retraite, puis je n'en donne pas de conseils légaux, là. Mais quand je donne un exemple, je parle de la loi d'Ontario parce que c'est provincial, puis on va vous envoyer le matériel, entre autres le document Parlons-en qui va être envoyé par Compassion Ottawa. Vous pouvez trouver ces réponses-là. La loi prévoit une hiérarchie. Bon, ben, en Ontario, c'est en premier conjoint ou partenaire. C'est sûr, s'il y a un conjoint, puis ils ne sont pas séparés, etc. S'il n'y a pas de conjoint ou partenaire, là, c'est parents et enfants. Hein? S'il n'y a pas de parents, c'est les enfants. Puis là, ce qui est bon à garder à l'idée, c'est que toutes les personnes qui tombent dans cette catégorie-là ont un droit de décider.
Alors, c'est une chose à penser, ça, si on veut nommer quelqu'un d'autre, là. Alors, parce que les enfants, par exemple, ne pourraient ne pas être d'accord sur les décisions à prendre. OK? Bon, parents ou enfants, après ça, c'est frères et sœurs. S'il n'y a pas de conjoint, il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'enfants. Après ça, on devient tout autre membre de la famille. Alors, chacun de nous a un mandataire spécial prévu par la loi, mais la beauté de l'affaire, c'est qu'on peut faire notre propre choix. Puis ça doit être fait par écrit dans une procuration. Power of attorney for personal care. Je le dis en anglais parce que bien des fois, c'est ça qu'on entend. La procuration pour les soins de la personne. Alors, ce qui va être bon à réfléchir après que l'atelier est fini, là, c'est OK, c'est qui mon mandataire? Est-ce que c'est ça que je veux? Moi, je donne un exemple. Moi, c'est mon fils. Je suis veuve, je n'ai pas de conjoint, c'est mon fils. Je m'entends très bien avec lui. Alors, ça serait mon fils qui serait mandataire spécial. J'ai quand même préparé une procuration parce que je voulais prévoir, la procuration nous permet de le faire, que supposons que mon fils Gabriel est au Japon, puis il n'est pas là, puis il y a une décision qui doit être prise. Qui peut agir comme substitut? Bon, les soins de la personne, j'ai choisi une nièce qui est médecin. Alors, j'ai préparé une procuration des soins de la personne. Puis, je n'ai pas mis 56 000 détails là-dessus parce que je ne veux pas préciser trop. Parce qu'on se demande ce que le document veut dire. L'important, c'est d'en parler ensuite avec mon mandataire, lui laisser savoir quels sont mes désirs. C'est ça qui est important. C'est pour faciliter les décisions puis la vie des membres de la famille. C'est très difficile si les membres de la famille ne savent pas ce que la personne veut. Ça, la personne ne prend pas de décision pour vous, même si vous avez signé ce document-là, quand vous êtes capable de le faire. C'est seulement quand vous n'avez pas la capacité. M'entendons-nous, hein? Capacité, là, Ontario, par exemple, on définit aptitude à comprendre les renseignements à l'égard de la prise d'une décision concernant le traitement, l'admission ou le service d'aide personnelle et à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d'une décision ou de l'absence de décision. Bon, on peut très bien imaginer une circonstance où c'est la haute fièvre, la panique, je ne sais pas trop quoi, qu'on n'a pas tout à fait la capacité complète. Alors, c'est ça que le mandataire vient vous parler. Le temps avance, on passe à l'autre diapo. Alors, comme j'indiquais, si vous voulez désigner quelqu'un, même si vous êtes d'accord avec le choix qui est laissé par la loi, vous devez préparer un document comme tel. Dans la documentation qu'on va vous envoyer, il y a un formulaire qui est disponible. C'est quelque chose que vous pouvez préparer, ça prend 2 témoins, les instructions sont là, ça peut être préparé sans avoir un avocat, mais c'est une bonne chose aussi d'en parler à votre avocat. Les avocats qui préparent un testament, habituellement, vont parler des procurations. Là. Juste une distinction légale. Il y en a qui disent des fois, mais j'en ai un testament, pas même chose. Testament, ça parle juste une fois que vous êtes mort. Ça, c'est pendant que vous êtes encore vivant. Puis, il y en a 2 sortes. Il y a procuration relative aux soins de la personne, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Puis, il y a une procuration pour la propriété, hein, s'occuper de vos finances, puis tout ça. Comme dans mon cas aussi, c'est mon mandataire, c'est mon fils, mais lui, comme substitut, s'il n'est pas capable, j'ai choisi un neveu qui a une bonne tête de finance. Ça n'a pas besoin d'être la même personne. C'est le point que je veux faire. Alors, c'est comme un testament, un qu'à notre mort, puis il y a 2 procurations relatives aux soins de la personne, puis relatives à la propriété. Puis le don des organes, tout ce que je vais dire aussi, c'est que ce n'est pas ici qu'on donne le cours de droit. Puis ça, il y a un processus à faire qu'on peut faire les choix puis l'enregistrer avec la province. Alors ça, c'est une autre chose. Fait que c'est ça quand vous pensez, qui doit-on nommer comme mandataire? Quelques petites choses à penser. Bien, c'est important de penser à quelqu'un qui va honorer vos volontés et vos directives, même si ce n'est pas la même chose, ça va à l'encontre de leurs valeurs et de leur choix. Parce que votre volonté, vous, peut-être, c'est de ne pas poursuivre
si vous n'avez plus d'autonomie, plus de ci, plus de ça, l'autre peut ne pas être d'accord, ne veut pas que maman meure. Non, il faut que ce soit quelqu'un qui est capable de respecter vos choix. Quelqu'un qui est capable de défendre vos choix, peut-être avec d'autres membres de la famille. Quelqu'un qui est à l'aise aussi en situation de soins de santé, du moins pas quelqu'un qui prend panique et qui fige dès qu'il rentre à l'hôpital. Quelqu'un qui reste calme, quelqu'un qui peut composer avec les conflits. C'est toutes des choses à prendre en considération. Je vous donne un exemple. J'ai une amie que je connais, elle a 2 fils, elle s'entend bien avec les 2. La situation est telle qu'elle dit, mes 2 fils, ils sont rarement d'accord sur quoi que ce soit. Alors, quand je suis décidée de choisir, elle en a parlé au fils. Elle a nommé une très bonne amie pour avoir la procuration des soins de la personne. Elle a dit aux 2 fils, c'est pas parce que je n'ai pas confiance en vous. Puis vous connaissez Mariette, j'invente le nom. Elle va vous parler, puis tout ça, mais je vais vous faciliter la tâche. Parce que c'est pas facile. Si la décision que je vais prendre, moi, c'est que tu débranches maman, là, elle veut partir, là, pas facile à faire ça. Mariette, elle va être capable de le faire. Mariette, elle veut me débrancher tout de suite. On peut faire des choix comme ça, que c'est juste pour faciliter le processus. C'est une faveur qu'on se fait à soi-même, de s'assurer autant que possible que nos désirs soient respectés. Et puis, une faveur qu'on fait surtout à nos proches, parce que c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions s'ils savent qu'est-ce que la personne voudrait. On est rendu à un point où on parlait possiblement d'une autre discussion. Qu'est-ce que tu en penses, Lise? Bien, Louis, j'allais justement dire, vu qu'on est seulement 10 personnes maintenant, on est vraiment 7 à part du soutien technique, etc. Peut-être qu'on peut juste le faire en plénière. Donc, Louise vient de mentionner des bonnes suggestions sur comment choisir notre mandataire. Fait que si tu es d'accord, Louis, j'aimerais aussi juste engager en groupe, tout le monde ensemble, au niveau de comment aborder la conversation, comment amorcer cette conversation-là. J'ai donné l'exemple tout à l'heure que moi, j'ai 2 enfants, 34 et 28 ou 29, et avec mes enfants, en ce moment, ils ne veulent pas m'entendre parler de ça. Fait que ce que j'ai choisi de faire, moi, c'est que j'ai commencé à écrire certaines choses que je vais documenter et à placer avec ma procuration pour être capable de m'assurer que si mes enfants ne veulent pas m'entendre parler maintenant, bien, ils vont être obligés de le lire quand ça va arriver un jour. Donc, c'est sûr qu'avec eux, en ce moment, c'est plus difficile. Ils sont aussi des parents de jeunes enfants. Donc, leur vie est très achalandée, très occupée et je peux comprendre qu'ils n'ont peut-être pas le goût de m'entendre parler de ça. Mais alors, c'est de voir, vous, est-ce que vous avez quelqu'un déjà de choisi? Est-ce que vous avez désigné votre mandataire? Et sinon, il faudrait commencer à y penser avec les suggestions qu'a fait Louise, mais en même temps, comment amorcer, comment aborder la conversation? Oui, c'était l'exemple aussi dans l'histoire de Susan, que si elle n'avait pas discuté avec son père, elle aurait été rongée toute sa vie avec quelle décision j'aurais dû prendre finalement. Donc, d'en discuter, c'est déjà la première étape très importante à entreprendre. Qu'on ait pris un verre de vin ou pas, que ce soit le bon moment ou pas, c'est d'en parler justement, d'en discuter avec nos proches. Quelqu'un d'autre veut ajouter un exemple? Je rigole un peu avec mes enfants parce que je fais de la couture. J'ai collectionné plein de beaux tissus. J'aime bien des tissus soie, laine, etc. Puis je leur dis toujours, je vais être incinérée, mais assurez-vous de m'enrouler dans mes belles soies avant de me faire incinérer et pas dans la laine. Donc, un exemple un peu anodin, mais c'est des choix qu'on fait personnels, n'est-ce pas? Alors, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veut rajouter quelque chose. Louis, tu veux rajouter? Non, je vois une main. Michel a levé la main. Ah, OK, je n'ai pas vu. Oui, Michel, allez-y. Et elle ne peut pas allumer sa caméra à cause de la bande passante, mais on va vous entendre, Michel. Oui, c'est ça. Je vis en campagne de façon isolée, alors ce n'est pas évident des fois pour le broadband. Oui, je comprends. Alors, moi, j'ai eu la même expérience que Maureen et puis j'applaudis son courage d'avoir entamé la question avec ses frères et ses sœurs et sa mère à la table. Mais j'ai eu une expérience semblable, mais ma sœur s'est servie plus tard. Elle a commencé avec un peu d'humour.
Alors, elle faisait un petit peu des blagues. Tu sais, ah, moi, quand je vais lever les bottes, là, je vais faire tu sais, telle chose, pour exagérer. Mais là, mon frère qui était né, c'est là qu'il s'est prononcé. On jasait, on riait un petit peu le verre de vin en main, mais c'est là qu'il a dit, ben moi, là, voici mes choix. Mm. Ça, Mhm. c'était bouleversant parce que il n'y avait jamais, c'est pas une personne qui s'exprime beaucoup. Mhm. Donné l'occasion, avec un peu d'humour autour de la question, lui s'est senti capable de parler au sérieux dans ce contexte-là qui était. Oui, oui. Alors, ma soeur, elle a fait quelque chose en faisant ça. Elle a pris le moment parfait pour la discussion. Absolument. Merci de partager cet exemple-là qui est vraiment un bel exemple de comment ça peut se passer. Louise et moi avons animé un atelier avec des étudiants qui sont bientôt gradués en préposé aux soins personnels avant Noël. Je pense que Louise l'avait mentionné avec la cité collégiale et on leur disait à eux que souvent, quand des personnes sont en résidence, s'ils n'en ont pas parlé avec leur famille ou avec leurs proches, mais très souvent, la personne qui est la préposée, qui est un peu un étranger finalement, est souvent très bien placée aussi pour engager la conversation et avoir la discussion. Donc, on a tenté de mettre de l'emphase là-dessus avec ce groupe-là. Alors, je vois le temps qui avance. Si vous êtes d'accord, je vais juste compléter avec la prochaine diapositive pour nous garder une petite période de questions à la fin. Donc, un peu un rappel de la PPS en 5 étapes. Alors, de réfléchir à ce qui est important pour vous. J'espère que la conversation aujourd'hui vous aura donné une place dans votre fort intérieur de vouloir y réfléchir si ce n'est pas déjà fait, de se renseigner sur les différents traitements médicaux et sur ce qu'ils peuvent nous apporter ou non. Bien sûr, de décider qui sera la personne mandataire aux soins de la personne et qui voudra et pourra parler en votre nom si vous en devenez incapable. Je pense qu'on a répété, ça n'a pas besoin d'être la même personne pour toutes les situations. Vous pouvez en nommer plus qu'une dans diverses circonstances. De discuter de vos volontés avec vos proches et avoir la discussion avec notre mandataire aux soins de la personne, d'en parler, de même le consigner au niveau du nom du mandataire aux soins de la personne et les détails de nos volontés et d'en parler avec d'autres pour que les personnes connaissent nos derniers désirs. Alors, on arrive à la conclusion presque et je vous invite à surtout, n'oubliez pas d'engager la conversation, très important comme étape de départ, de décider d'un mandataire aux soins de la personne et d'élaborer un plan, votre plan, vos désirs, vos souhaits. C'est important. Puis je veux même rajouter et d'en être très authentique. J'ai bien apprécié le commentaire tout à l'heure dans mon petit groupe de discussion de la part d'Estelle. Donc, merci de rajouter ça aussi, de se rappeler de l'authenticité de nos choix, qui nous sommes comme personnes. Alors, je refile la parole à Jenna et aux questions possiblement. Et alors avant de finir l'atelier, je voudrais juste partager le réseau que nous avons envoyé après l'atelier. Alors, ce document ici, ça contient toute la terminologie sur le PPS. Alors, c'est très recommandé de lire ce document. Ici, c'est une page sur les 5 étapes que Lise a mentionnées sur le PPS. Et ici, une petite page sur leurs ressources sur les soins palliatifs dans les régions Champlain, si vous voudrez pour votre famille ou pour vous-même. Et ici, un guide sur la façon de créer votre procuration relative aux soins de la personne. Alors, vous pouvez cliquer sur ce site ici. Et c'est une guide pratique sur la conversation et vos valeurs, souhaits et croyances. Alors, c'est une guide très utile. Et aussi des guides sur comment d'explorer vos valeurs et comment décider votre mandataire spatial et aussi comment entamer des conversations. Et finalement, une petite page sur les questions les plus fréquemment posées au sujet de l'âme. Et aussi des vidéos, si vous voudrez voir cette vidéo sur les petites histoires sur le PPS et comment entamer la conversation.
Et si vous voudrez nous contacter, notre médias sociaux sont ici. Jenna, juste pour rajouter que l'acronyme AM, c'est bien l'acronyme qui parle de l'aide médicale à mourir, c'est ça? D'accord. Juste pour préciser, pour que vous compreniez. D'accord. Et je voudrais donner la parole à Myriam avec les remarques finales. Merci beaucoup. Merci de votre participation au webinaire aujourd'hui, à tous nos participants. La section d'Ottawa aimerait remercier tout particulièrement Louise, Lise et Jenna. Merci encore pour votre temps, votre information, votre contribution, votre partage aussi. J'aimerais aussi remercier nos bénévoles et Erin Higgins, qui est notre coordonnatrice du programme et sans qui ces webinaires ne seraient pas possibles. On vous rappelle de consulter votre courriel. Karen vous enverra demain. Profitez de l'information qu'on vous donne. Et puis vous avez eu les coordonnées de nos présentatrices, tout ça. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez d'autres questions. Je vous remercie. À bientôt. À notre prochain webinaire, je vous invite à aller voir sur le site. Il y a toutes sortes de webinaires intéressants qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Alors, un gros merci encore à tout le monde.